Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Antoine de Saint-Exupéry, un homme prend son envol. L'auteur de Vol de nuit, de Courrier Sud, de Terre des Hommes et du Petit Prince a vécu 44 ans de 1900 à 1944. Donc, par sa littérature, il nous propose un voyage fait de lieux et de rencontres. Suivons-le pas à pas, par les lieux, par les rencontres, par les femmes. Si l'on tient à proposer quelques détails biographiques, il faut dire que son père était d'une famille limousine, sa mère d'une famille provençale. Études, collège Notre-Dame de Sainte-Croix au Mans, collège de Montgré à Villefranche-sur-Saône, marianiste de Fribourg notamment. Échec à l'oral de l'école navale, Beaux-Arts. Le cours de l'histoire. Service militaire à Strasbourg, 2e régiment d'aviation de chasse, Casablanca, enfin Le Bourget. C'est en 1912 que Saint-Ex avait volé pour la première fois. Védrine pilotait. Des lieux, des dates, un condensé de la vie d'Antoine de Saint-Exupéry par Georges Charbonnier. Nous étions en 1964. Bonjour, Alban Cerisier. Bonjour. Vous êtes secrétaire général des éditions Gallimard, éditeur spécialiste de l'œuvre de Saint-Exupéry. Et aujourd'hui, avec vous, merci vivement d'être là pour évoquer la vie de cet homme à travers ses lieux, ses rencontres, ses femmes aussi. Amélie Goutaudier, bonjour. Bonjour Xavier. Docteur en littérature civilisation française, vous êtes membre de l'association des Amis d'Antoine de Saint-Exupéry. Qu'est-ce que cette association ? C'est une association... Alors, je ne suis plus membre de cette association, mais je l'ai été pendant longtemps. C'est une association qui a été fondée notamment par Gide après la mort de Saint-Exupéry et qui a pour mission de faire découvrir et redécouvrir l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Et cette association a le grand mérite de publier chaque année des cahiers Saint-Exupéry qui font l'état de la recherche universitaire, notamment sur l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Alban Cerisier, on n'en a jamais fini d'écrire sur Saint-Exupéry. On l'entend bien ici. On peut dire combien cet homme, avec ses 44 ans d'existence et ses romans, a marqué plusieurs générations. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi le fait que il a, c'est quelqu'un qui concevait la littérature comme lié profondément à la transmission, de certaine façon. Donc, c'est comme s'il avait généré lui-même ce commentaire infini sur son œuvre, sur la signification de son œuvre, et aussi sur la démultiplication des traces qu'il en reste. Ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est quelqu'un qui était très très généreux avec ses manuscrits, par exemple, ou ses jeux d'épreuves, ses brouillons. Il les donnait comme des cadeaux à ses proches. Ce qui fait qu'on n'en a jamais fini de découvrir des choses de Saint-Exupéry, parce qu'il y en a partout, en réalité. C'est un feuillet par ici. Et puis chaque feuillet de Saint-Exupéry est susceptible de porter une densité de signification et immense, quoi, parce que c'est toujours un indice. On va de demi-confidence en demi-confidence comme le Petit Prince. Il peut y avoir des surprises encore, des découvertes sur des manuscrits que nous n'avons pas encore localisés. Oui, c'est sûr. Il en sort très très régulièrement dans les ventes publiques. Là, je suis en train d'en transcrire un actuellement, qui est une sorte d'histoire d'un crime, d'un meurtre, de 4 feuillets. Qui est totalement inédit. Puis il y aura d'autres choses, des correspondances par exemple. Voilà, les correspondances, ouais. C'est important. D'ailleurs, vous avez, Alban Cerisier, édité la correspondance d'Antoine de Saint-Exupéry et Consuelo de Saint-Exupéry. Là aussi, la richesse des lettres. Toujours difficile dans une correspondance d'avoir les 2 lettres. Voilà, l'expéditeur et puis le récepteur. C'est vrai, là c'est une correspondance croisée et c'est important que ce soit une correspondance croisée parce que elle donne aussi lieu à une vraie conversation d'égal à égal, je dirais. C'est important parce que Saint-Exupéry était un homme très protecteur, qui se considérait comme un berger à l'égard de son épouse, et qu'on est la voix de l'épouse, voilà, qui en réalité est une voix qui le contredit sans cesse par sa liberté et par sa résistance d'une certaine façon. Bon, c'est l'histoire du prince et de la rose, hein, bien sûr, du prince et de la rose. Et voilà, donne à cette correspondance une tonalité, je trouve très très contemporaine en réalité, même si elle s'inscrit évidemment dans une relation conjugale de son temps. Et les lettres étaient conservées. Aussi bien celle d'Antoine que celle de Consuelo étaient conservées dans les archives de Consuelo de Saint-Exupéry, qui se sont ouvertes très récemment en réalité grâce à Madame Martinez, à laquelle je rends hommage. Avec ici la vivacité de la recherche autour d'Antoine de Saint-Exupéry. Amélie Goutaudier, vous avez travaillé sur la nostalgie chez Saint-Exupéry. Saint-Exupéry lui-même produit de la nostalgie, puisque quand nous avons lu
ou que nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous lise Le Petit Prince, je parle du Petit Prince, cette nostalgie-là est constitutive de ce que nous sommes. Et vu le succès de l'ouvrage, il est difficile de contester que nombreuses ont été touchées. Oui, alors il faut faire une différence, je pense, entre la mélancolie de l'homme. Saint-Exupéry était un grand mélancolique et d'ailleurs dans sa correspondance le terme de mélancolie abonde et le témoignage de ses proches aussi corrobore cette mélancolie. Donc il faut vraiment distinguer la mélancolie d'Antoine de Saint-Exupéry, homme, et la nostalgie de l'écrivain. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans ce travail de recherche sur la nostalgie, j'ai été un petit peu déçue parce que en définitive je me suis aperçue qu'il n'y avait que 11 occurrences du terme nostalgie dans l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc ce fut un petit défi. Et puis, c'est à partir de ma lecture de Luc Ferry, qui analysait la nostalgie chez Ulysse, que j'ai pu, à mon tour, distinguer les 3 grands types de nostalgie chez Saint-Exupéry, écrivain, à savoir la nostalgie sentimentale, donc c'est la nostalgie de l'enfance, de l'éveil amoureux, qu'on trouve surtout dans l'œuvre de jeunesse. Il y a la nostalgie historico-politique, qui est cette nostalgie qui consiste à dire « oh, c'était mieux avant ». Et donc toute cette nostalgie de l'aéropostale, de la civilisation, de l'humanisme précédant l'idéal des Lumières, etc. Et la 3e nostalgie, c'est ce que Luc Ferry nomme la nostalgie cosmologique, qui est ce désir de restaurer l'harmonie perdue avec l'ordre cosmique. Et cette nostalgie est liée chez Saint-Exupéry au désir de Dieu. Vous savez que c'est un grand nostalgique de Dieu. Il écrit son ennui de Dieu, son ennui au sens vraiment fort du terme. Et les personnages de Saint-Exupéry vont être un peuple, je cite Saint-Exupéry, vont être un peuple de nomades en quête de Dieu. Avec ici ces lieux que j'ai évoqués pour suivre pas à pas Saint-Exupéry. Il y a Lyon, bien sûr, là où il est né en 1900. Il y a les lieux où il a eu sa formation. On l'a entendu dans la première archive, Le Mans, Villefranche. Et puis, il y a le château de Saint-Maurice. Un des plus doux souvenirs que je garde de mon enfance partagée avec mon frère Antoine est celui des vacances communes que nous passions dans cette propriété de l'Ain si chère à nos cœurs et dont il parle dans ses livres. Nous les petits, nous l'attendions comme le Messie, et le jour de son arrivée du collège, notre joie n'avait plus de bornes. Que de voyages, de découvertes, de jeux nouveaux allions-nous entreprendre pendant ces 2 mois de vacances. Notre champ d'exploration, d'après les bosquets de lilas et les sapins du parc, était le grenier. Ce grenier qu'Antoine a décrit dans Courrier Sud. Je sens encore son odeur poussiéreuse, imprégnée du parfum du tilleul et du sureau qu'on y faisait sécher. Nous y montions 4 à 4 les jours de pluie ou les après-midi de canicule quand il faisait trop chaud pour jouer dehors. Antoine toujours en tête avec sa tignasse blonde et son nez en l'air, toujours prêt à humer le vent, en quête d'un trésor caché. Un jour, et ce fut un grand jour, Antoine découvrit une petite porte qui donnait sur les toits. Oh, l'escalade des poutres pour y accéder, les glissades sur les tuiles pour arriver sur une terrasse, où la vue que nous découvrions nous remplissait d'extase. Déjà à cet âge-là, Antoine avait une autre vision de la terre que celle des enfants de son âge. Malheureusement, les grandes personnes s'aperçurent que les toits nous intéressaient plus que le trésor. Antoine fut privé de dessert et la petite porte condamnée. Le château de Saint-Maurice. Quel est ce château de Saint-Maurice évoqué ici par Gabrielle, la sœur d'Antoine de Saint-Exupéry, Alban Cerisier? C'est un château familial, une très belle demeure qui existe toujours, et pour laquelle d'ailleurs il y a un projet de la région autour d'un musée Saint-Exupéry et qui appartenait à l'origine à la comtesse de Tricot, qui était une parente et de la maman d'Antoine de Saint-Exupéry, Marie, et qu'elle avait prise un peu sous sa protection, notamment pour ses études, et puis qui à la mort du papa de Saint-Exupéry s'est occupé de toute la famille. Et donc l'été, les enfants de Saint-Exupéry, là ils étaient 5, allaient avec d'autres de leurs cousins et amis dans ce château qui était le lieu de toutes les aventures, bien sûr. Donc c'est un des endroits bénis de l'enfance. Il y a un autre château, le château de la Mole, côté provençal, pour le coup, qui est aussi une autre polarité qu'on retrouve dans Pilote de guerre notamment. Mais Saint-Maurice, c'est vraiment le socle, je dirais, familial et notamment du lien à la nature et à l'expression artistique. À Saint-Maurice, on faisait de la
musique. On apprenait à dessiner, un dessin très très important pour Saint-Exupéry. La maman était dessinatrice, enfin voilà, et donc il y a véritablement là aussi quelque chose qui relève de l'éducation artistique et de la sensibilité. Donc c'est un lieu fondamental. Avec ce château de Saint-Maurice, nous sommes pas loin de Bourg-en-Bresse. Oui, pardon, j'ai pas dit dans le budget, on est tout près de Bourg-en-Bresse. Et c'est tout près du terrain d'aviation dans Berrieux. Voilà, où se passe le baptême de l'air, bien entendu. C'est là où on retrouve un petit peu cette nostalgie que vous évoquiez. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Saint-Maurice de Réman est une œuvre, c'est un oikos, c'est le lieu refuge, c'est le lieu consolateur, c'est le lieu qu'on retrouve dans toute l'œuvre de Saint-Exupéry. Si on veut lire la meilleure biographie de Saint-Exupéry est dans le texte lui-même. Et toute l'enfance à Saint-Maurice est retranscrite avec beaucoup d'émotion dans Courrier Sud. Quand Marie de Saint-Exupéry, la maman d'Antoine, lit, c'est la première à lire le manuscrit de Courrier Sud, et quand elle lit Courrier Sud, elle dit à son fils, c'est un conte autobiographique. Et effectivement, les jeux des enfants de Jacques Bernis et du narrateur dans le parc, ce sont les jeux de François et Antoine. Avec cette ambivalence du lieu de l'enfance qui est à la fois le lieu où on habite profondément, le lieu de secours, le lieu de la proximité à la maman aussi le soir, quand on est un peu malade, alors on a la chance de dormir à côté de maman, enfin bon voilà. Donc le lieu de l'habitation pleinement vécu, et puis le lieu du premier appel à l'aventure. C'est ce que dit Didi Gabriel dans ce texte-là. C'est-à-dire c'est une lumière qu'on voit apparaître dans une poutre, c'est une fenêtre qui s'ouvre miraculeusement et qui donne accès au ciel et à la vision panoptique, à la vision aérienne. Donc c'est l'appel de l'aventure, et les deux se jouent, et les deux ne cesseront de se jouer en permanence dans l'œuvre à venir. Voilà, c'est pour ça que le territoire de l'enfance est aussi le territoire des âges de la vie, et du départ et des âges de la vie en réalité, où les deux possibilités de l'être, le désir d'habiter et le désir de fuir pour aller chercher peut-être ce Dieu introuvable, se réunissent. Dans Courrier Sud, il est question de la description de tout ce que raconte Didi dans la lettre. Et cette description se clôture par « fuir », c'est l'important. Donc il ne s'agit en aucun cas pour Saint-Exupéry de se confiner dans cette enfance heureuse, mais de se ressourcer et de retrouver le sentiment d'enfance. Je me permets, pour cette enfance heureuse, nous parlons beaucoup de la mère d'Antoine de Saint-Exupéry et pas de son père qui est décédé quand Saint-Exupéry, Antoine, avait seulement 4 ans. La figure du père dans cette histoire, elle n'est pas très, enfin, sauf erreur, mais elle n'est pas très présente. Enfin, je veux dire, il ne la fait pas véritablement ressurgir dans son œuvre, en tout cas. Il y a une blessure profonde. Enfin, il était tout petit, bien entendu. Donc, je la sens pas comme vraiment la blessure, la grande blessure, mais peut-être c'est pas le moment d'en parler, mais allons-y, c'est le décès de son jeune frère François, très jeune, voilà, et adolescent encore, et qui, alors là, pour le coup, est un moment fondateur, hélas, de la sensibilité et de l'œuvre, de la crise, avec cette révélation aussi essentielle de l'homme comme un être relationnel, c'est-à-dire qu'on ne se découvre être de relation qu'à la mort, c'est-à-dire avec le souvenir de celui qui nous quitte également. Donc il y a comme la vérité de l'essentiel, la découverte de l'essentiel, d'ailleurs c'est les termes qu'il emploie dans Pilote de guerre, la découverte de l'essentiel surgit au moment de la mort du frère. C'est pour ça qu'il faut faire mourir le petit prince. En 1917, François, le frère d'Antoine de Saint-Exupéry, décède de maladie. Nous sommes au moment de la Première Guerre mondiale. 1917, c'est ici la blessure essentielle, on l'entend bien. Il en parle à plusieurs reprises. Il en parle notamment dans Pilote de guerre, puisqu'il évoque l'héritage spirituel que lui lègue son frère, et notamment avec la phrase qu'il mettra dans la bouche du petit prince, sur le corps. Je vais mourir, mais mon corps va rester, mais mon âme partira, etc. Ça vient de son frère. La mort du frère est effectivement le début d'une immense crise spirituelle qui va harceler Saint-Exupéry pendant toute sa vie. Et pour revenir juste à la figure du père, alors effectivement, Saint-Exupéry n'en parle pas beaucoup, mais comme vous l'avez rappelé, il n'avait que 4 ans, donc c'est assez logique. Néanmoins, dans Citadelle commence par l'évocation de la mort du père du caïd. Et donc, alors je ne suis pas psychanalyste, mais il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. C'est la mort du père, et la citadelle est bâtie autour de la sépulture du père.
Antoine de Saint-Exupéry, né à Lyon, l'enfance en partie dans ce château de Saint-Maurice. Le lieu suivant que je vous propose nous fait voyager un peu plus loin, Casablanca. Ma petite maman, je vous en supplie, écrivez-moi. Vous avez tout fait pour nous, et je l'ai souvent si mal reconnu. J'ai été égoïste et maladroit. Je n'ai pas été l'appui dont vous aviez besoin. Il me semble que chaque jour un peu, j'apprends à vous connaître et vous aimer mieux. Toujours, c'est vrai, la maman est le seul vrai refuge des pauvres hommes. J'ai fait ce matin 6 atterrissages, que j'estime des chefs-d'œuvre. Théoriquement, je fais un trajet déterminé, mais chaque fois je me hasarde plus loin et fais l'école buissonnière. Je vais surveiller la construction de 2 villas qui sont roses au lever du soleil. 100 mètres de haut à peine. Je fais de beaux virages sur une maison toute bleue, son jardin et son puits. On dirait un petit oasis. J'attends les sultanes de 1001 nuits, qui viendront puiser la belle eau verte. Mais à cette heure-là, tout dort. Alors, un rêve en tête. Je prends de la hauteur pour être seul. Devant moi, la mer berce de longs bateaux et se mêle à l'horizon avec la brume. Une lettre, Casablanca, 1921. Alban Cerisier, que fait Antoine de Saint-Exupéry en 1921 à Casablanca? Et on a entendu ici la profondeur de son discours à sa mère qui a élevé ses 5 enfants seule. On voit la reconnaissance ici et ce lien très fort. Ah oui, il lui restera toujours fidèle et très 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 attaché, en voyant la correspondance de Saint-Exupéry à sa mère, qui est d'ailleurs l'une des toutes premières correspondances publiées de Saint-Exupéry, est un très très grand moment de poésie. Il s'engage vraiment en poète dans ses lettres aussi, hein. On le voit bien par cette magnifique lecture. Alors à Casablanca, il y est tout simplement pour faire son service militaire. On est en 1921. Il est, si mes souvenirs sont bons, au 37e régiment d'aviation, et il continue à se former à son futur métier de pilote. Il l'a fait en obtenant son brevet civil d'aviation. Il faut qu'il obtienne son brevet militaire d'aviation. Et donc il est autour de ses camarades pilotes, mécaniciens, dans une caserne de Casablanca où il vole, effectivement. Voilà. Et il dessine beaucoup. Il y a un document magnifique retrouvé il y a quelques années qui est le carnet de dessin de Casablanca. Il en parle dans sa correspondance avec sa maman et il s'entraîne à dessiner ses camarades de chambrée, voilà, avec un crayon, un crayon de bois. Là, Amélie Goutaudier, on est quoi à ce qui vient d'être dit? Bien souvent, au moment de raconter la vie d'un individu, nous avons des étapes chronologiques, mais en réalité, tout se superpose. Et Antoine de Saint-Exupéry à Casablanca est aussi porteur de tout son imaginaire familial. Tout cela, c'est important parce que, vous nous l'avez dit, l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est sa biographie. Et tout se mêle sans cesse. On ne peut pas avoir Antoine de Saint-Exupéry, pilote d'avion, et le séparer de celui qui est le fils de sa mère. Bien sûr. Et dans cette lettre, on retrouve quelques thématiques chères à Saint-Exupéry, la solitude, la description très sensorielle du paysage. Il y a un certain enthousiasme juvénile quand même dans cette lettre, lié aux sensations de vol, qui vont disparaître au fur et à mesure. On est en 1921, il vient d'obtenir son brevet civil. Il veut rassurer sa mère qui est morte d'inquiétude. Et donc, il y a une fascination pour le merveilleux. Et il y a une certaine fierté épique aussi. Quelques lettres plus loin, il dit à sa mère qu'en atterrissant, il a ressenti l'orgueil des croisés allant délivrer Jérusalem. Bon, il y a un enthousiasme juvénile qui va s'affiner. Saint-Exupéry, en 1923, va avoir un grave accident de vol au Bourget. En 1926, il côtoie la mort dans un accident en Espagne. Et puis ensuite, en 1933, il va y avoir plusieurs expériences de mort imminente. Et par conséquent, la poétique de l'aviation va s'affiner, va avoir une plus grande gravité. On aura toujours cette densité sensorielle. L'expérience du concret doit être retranscrite
par les mots et grâce à une palette très sensorielle. C'est ce qui fait d'ailleurs le style et le style sublime de Saint-Exupéry. Joseph Kessel qui loue Saint-Exupéry alors que lui-même écrit sur le vol. Et Joseph Kessel dit Saint-Exupéry, c'est le plus grand poète de la chose. Et effectivement, la densité sensorielle de la prose de la littérature d'aviation est absolument remarquable dans l'œuvre d'Antoine. Et Kessel dit aussi, c'est celui qui a été le plus entièrement écrivain et le plus entièrement pilote. Oui. C'est l'homme qui arrive à concilier le métier à ce qui peut en être dit. Et ça, c'est un des enjeux majeurs de la critique à l'égard de Saint-Exupéry dans les années 30, notamment la critique venant de l'Action française, qui le reproche précisément de trahir la cause de l'écrivain en étant pilote et du pilote en étant écrivain. Voilà. Et au contraire, pour Brasillac disant que les choses doivent être nécessairement disjointes. On ne peut pas attaquer plus durement Saint-Exupéry que sur cette question-là, puisque effectivement rien ne dissocie la vie du métier et de ce qu'on en dit par l'écriture. Il a ici des habitudes d'écriture parce que au moment de concilier les choses, et là je suis extrêmement concret dans le temps d'écriture, quand on est pilote, il écrit pendant les escales, il écrit à quel moment ? La nuit. Il écrit la nuit. Il vole le jour, il écrit la nuit, il réveille ses camarades alors ses camarades, je n'ai pas de témoignage, mais en tout cas quand il était petit, il réveillait sa maman, ses frères et sœurs à 3h du matin. J'ai écrit des poèmes. Oui, cette tendance va s'accentuer avec les années quand il est aux États-Unis, donc à la toute fin de sa vie. Il embête tout le monde, rester poli. Il les appelle à 3h du matin. Il les appelle à 3h du matin sans cesse. Non, mais il est totalement décalé, en fait. Et puis pour lire Citadelle. Voilà, ou Le Petit Prince. Mais effectivement, en 1921, à l'époque de Casablanca, on est encore vraiment au tout début. Et puis on s'embête ferme aussi dans la chambrée. Je veux dire, c'est quand même le lieu de l'ennui. D'ailleurs, ces lettres, il en témoigne. Le moine. Voilà, et donc en fait, les moments d'exaltation qui sont ceux du vol, bien entendu, laissent place à beaucoup d'ennui et donc à l'écriture. Pour Saint-Exupéry, les années 1920 marquent le début de son aventure dans l'aéropostale. Le cours de l'histoire consacre une émission Long courrier vers le sud, histoire de l'aéropostale. Ces années-là sont marquées aussi par des accidents, ceux que vous avez pu évoquer, Amélie Goutaudier. Ces accidents-là, c'est une proximité à la mort, c'est une fragilité de l'existence aussi, parce que ce n'est pas rien d'être pilote d'avion dans ces années 1920. Nous sommes au-delà des pionniers, ça y est. Mais lui, son baptême de l'air, c'était quoi, 1912 ? 12, oui. Oui, donc c'est quand même très très tôt. Là, il est pilote. Ce sont des avions qui risquent ici de lâcher le pilote à tout moment. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. Et c'est notamment l'une des causes de ces ruptures avec Louise de Villemorin, parce qu'on a peur d'épouser un pilote. Il fait l'expérience de la mort, effectivement. Il côtoie la mort, il dit très jeune, il n'a que 26 ans, lorsqu'il écrit à son ami René de Saucine, qui lui décrit cette expérience de mort imminente. C'est lui qui parle d'expérience de mort imminente. Il dit « Je n'ai jamais senti la mort de si près. J'ai eu l'impression de rentrer dans un monde en fraude. J'ai été ébloui par quelque chose qui relève de l'ineffable. J'ai senti la présence d'un visage. Et ce visage, on va le retrouver. À chaque fois que Saint-Exupéry fait l'expérience de la mort, il nous parle de ce visage qui est à la fois reconnu et oublié immédiatement. Une immense lumière, un tunnel. On le voit bien dans Vol de nuit, avec Pellerin, puis Fabien qui font tour à tour l'expérience de la mort. On va retrouver aussi cette description de ce visage très très évanescent dans l'appendice américain de Terre des Hommes. Oui. Et puis bien sûr dans Pilote de guerre. Avec parmi les accidents celui de 1935. En 1935, il tente de battre un record de vitesse sur Paris-Saïgon. Il atteindra l'Égypte, mais se perdra dans la brume. Laissons-le raconter lui-même les dernières péripéties de son vol. Au cours de cette manœuvre, est déjà hors des nuages, à la cote 400 de mon altimètre, à la cote réelle de 300 environ, que t'emboutit le sol. Un phare marin. Nous l'avons vu en même temps, ce piège à éclipse. Quelle folie.
Où était-il ce phare fantôme, invention de la nuit? À la seconde même où Prévost et moi nous penchions pour le retrouver, brusquement, je crois bien n'avoir rien dit d'autre. À 270 km/h, nous avons embouti le sol. Je crois bien ne rien avoir attendu d'autre que la grande étoile pourpre de l'explosion, où nous allions tous les deux nous confondre. Mais il n'y eut point d'étoile pourpre. Il y eut une sorte de tremblement de terre qui ravagea notre cabine, arrachant les fenêtres, expédiant des tôles à 100 mètres. L'avion vibrait comme un couteau planté de loin dans le bois dur. Je criais à Prévost, sautez vite, et déjà nous avions basculé par la fenêtre arrachée. Nous étions debout à 20 mètres. Il est inexplicable que nous soyons vivants. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Olivier Martineau, qui nous lisait Terre des Hommes et qui nous conduisait au centre du désert. Dites-nous, Alban Cerisier, cet accident de 1935 est devenu, j'ai presque envie de dire, patrimonial, tellement il est important dans la littérature. C'est vrai. Mais oui, parce que bon, d'une part, c'était un moment fort dont on a beaucoup parlé dans l'actualité de l'époque. Enfin, je veux dire, c'est une disparition de Saint-Exupéry au cœur du désert, on savait pas où il était, un accident, donc c'était un drame national, relayé par la presse nationale de l'époque, avec une angoisse qui a monté pendant plusieurs jours. Mais qu'est-il devenu? Avec effectivement la crainte qu'il y soit passé. Et là, c'était dans le cadre d'un record, en fait, d'un raid de vitesse entre Paris et Saïgon. Donc c'était, Saint-Exupéry avait besoin d'argent aussi. C'est une époque où il publiait peu, il publiait dans la presse, mais il n'avait pas de livre véritablement en cours. Donc il cherchait des revenus adjacents et puis aussi à continuer à voler tout simplement, alors qu'il n'est plus, l'aéropostale c'est déjà fini, et puis Air France, il y est un peu attaché par son métier, mais enfin c'est pas vraiment la même chose. Voilà. Donc, et c'est donc dans ce cadre-là que cet accident arrive. Et il est patrimonial parce qu'il est devenu, évidemment, comme toute chose chez Saint-Exupéry, élément de l'œuvre, et double élément de l'œuvre, je dirais. D'une part, il a constitué l'élément central, le chapitre central de Terre des Hommes, au centre du désert, voilà, qui porte, pour moi, en tout cas, la grande signification de ce texte et de l'œuvre de Saint-Exupéry en général, c'est-à-dire qu'il faut aller au bout de l'expérience, à plus extrême de l'expérience, frôler la mort, comme vous le disiez, pour révéler et se voir révéler un certain mystère de l'existence humaine, c'est-à-dire cette capacité finalement à investir la réalité complètement du souvenir, de la présence de l'autre disparu. Voilà, un paysage de désert peut être le lieu le plus habité du monde. C'est ce qu'il dit. Voilà. Bon, cette révélation-là, elle est évidemment très lourde de conséquences. C'est une forme d'idéalisme, mais voilà, en tout cas, c'est supériorité de ce à quoi ce dont on est nourri par rapport à ce qu'on voit, après en parler. Et puis, elle a donné lieu à un autre texte, évidemment, important pour nous tous, c'est Le Petit Prince, bien entendu. C'est l'épisode constitutif du Petit Prince, la chute dans le désert, l'aviateur qui répare son avion. Parce que concrètement, tout s'est passé comme ça. Je veux dire, on a les photos, elles sont extraordinaires, parce que l'avion a été retrouvé après que Saint-Exupéry, son mécanicien Prévost, ont été secourus par un bédouin et ensuite par un couple de Français qui les a accueillis. Mais il y a des photos qui ont été faites de cet avion et qui ressemblent comme de gouttes d'eau à l'avion de l'aviateur du Petit Prince. Il y a même une boîte à côté, assez mystérieuse, dont on s'est dit qu'elle avait été la source d'inspiration de la fameuse boîte qui contient le mouton. Bon, en l'occurrence, c'était les réservoirs d'essence de l'avion. Voilà. Alban Cerisier, vous l'avez vu, le mouton dans la boîte? Mais évidemment que je l'ai vu, je ne cesse de le voir. En fait, je vous garantis qu'il est bien dedans. Croyez-moi, l'essentiel est bien de le croire, en tout cas, c'est sûr. Amélie Goutaudier, cet accident de 1935, nous sentons combien il est important dans la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. Et puis, pour la littérature, osons le dire, il y a ici, malgré tout, des paradoxes, parce qu'à ce moment-là, Antoine de Saint-Exupéry a déjà reçu le prix Femina. C'est quelqu'un qui est connu. Alban Cerisier vient de nous dire qu'au moment où il a un accident, tout le monde s'inquiète. Oui. Il y a un contraste entre l'image du pilote solitaire, là-haut dans les nuages, ou l'homme perdu au centre du désert, et puis le mondain, quelqu'un qui est dans la société.
était-il d'ailleurs vraiment mondain ? Il n'aimait pas trop la mondanité. Alors, il a été introduit assez jeune par sa cousine Yvonne de Lestrange dans les cercles parisiens. C'est grâce d'ailleurs à Yvonne de Lestrange qu'il a rencontré des écrivains, puis Gaston Gallimard, etc. Donc, il ne renie pas cette mondanité, mais néanmoins, il n'était pas très à l'aise en société. Lui, Saint-Exupéry, c'était quelqu'un qui aimait le désert, qui aimait quand même la solitude, même s'il en souffre, mais il aime la solitude. Et lorsque bien plus tard, il retournera à New York, il n'est pas à l'aise en société. Il le dit, il l'écrit. Il n'aime pas la grande ville, il n'aime pas les discussions mondaines, il n'aime pas les discussions politiques. Il aime écrire, il aime rêver, il aime dessiner. Et cet accident, effectivement, est un accident qui est un moteur dans la vie de Saint-Exupéry. Il en parle très souvent, puisqu'on a de nombreux témoignages sur cet accident. Et ce qui est très intéressant, c'est de confronter les articles qui ont été publiés à partir du 30 janvier 1936 dans l'Intransigeant et le remaniement d'En Terre des Hommes. C'est très intéressant de pouvoir confronter, de pouvoir voir la réécriture. Enfin, moi, c'était mon travail, donc de voir comment est-ce que Saint-Exupéry affine son texte pour nous proposer, en somme, un récit initiatique avec ces trois étapes. Arrachement, ce que vous avez lu là, c'est l'arrachement. Arrachement, deuxième étape du scénario initiatique, c'est la mise à mort symbolique dans un univers hostile, dans le désert. Et la troisième étape, c'est la résurrection, la renaissance de l'homme. Et les dernières pages de ce chapitre sont absolument resplendissantes, où il y a un hymne à la fraternité, le frère universel, ce bédouin, un hymne à la générosité, et c'est renversant. Et effectivement, Saint-Exupéry a beaucoup découvert. Il en parlera avec beaucoup d'émotion. Il aura la nostalgie de cet accident. Et lorsqu'il écrira, alors je crois que c'est en 1943, il écrit à Pierre Chevrier, Nelly de Vaugué, en parlant de ces dernières heures de soif dans le désert de Libye, où il a senti la présence, je paraphrase, il a senti la présence d'une grande vierge qui était assise à côté de lui. Donc il a senti quelque chose, une présence. Alors, il a écrit à sa mère en parallèle que c'était elle, bien évidemment, puis à Consuelo que c'était elle aussi. Enfin, voilà, il a eu la nostalgie parce qu'il a senti, il a ressenti, je le cite, il a ressenti une paix, la paix absolue dans ce désert. Armand Cerisier, cet homme déconnecté du contexte politique de son temps tel que nous le présentons souvent, c'est ne pas comprendre Antoine de Saint-Exupéry, parce que nous l'avons bien dit, ce sont ces années 1920, 1930, c'est la montée des fascismes, cette vie en société, c'est aussi lui. Et réduire l'homme au pilote d'avion et à l'homme isolé dans le désert, c'est oublier toute une grande partie de son existence. Oui, c'est-à-dire c'est resté dans le mythe. Et puis quand on travaille un petit peu sur les traces qu'il a laissées de sa vie, on constate qu'il est, d'une part, c'est un reporter d'une certaine façon. Il est envoyé en URSS. Il voyage en Allemagne également en Asie. Il va prendre conscience de ce qu'est le nazisme et les jeunesses hitlériennes des visus. Ce qui d'ailleurs fondera sa critique extrêmement, très très tôt du pan-germanisme allemand. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est très 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 en lien. Il va également en Espagne. C'est quelqu'un qui est très très en lien avec la montée des périls, et qui l'analyse, alors des fois avec peut-être pas la précision qu'on aimerait nous y trouver, mais enfin quand même globalement il est très juste dans ses appréciations et de la menace. Il est également en lien avec beaucoup de personnes, d'écrivains de son temps, d'hommes politiques de son temps. Il a une très grande réflexion politique dans ses carnets sur la question du marxisme. Voilà, donc c'est pas du tout quelqu'un qui est en dehors des grandes thématiques, des grandes idéologies de son temps. Et d'ailleurs, son engagement ne se nourrit pas exclusivement finalement d'une réflexion d'ordre littéraire ou philosophique sur la fraternité ou sur l'humanisme tel que peu à peu il arrive à le formuler dans son œuvre, mais tout simplement sur une analyse des événements et du péril extrême auquel vont être confrontées les démocraties européennes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va s'exiler après aux États-Unis. C'est pour aller réveiller un peu les Américains et leur isolationnisme, pour leur dire, dites donc, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que ça se passe, et venez vite, parce qu'il se passe quelque chose de très très grave.
qui vous met en cause, vous. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est complètement dans son temps. Par contre, c'est vrai, le Saint-Exupéry mondain a toujours été décrit comme quelqu'un de gauche, n'ayant pas les codes, enfin toujours à côté de la plaque, et toujours parti ailleurs. C'est aussi fondamentalement un homme de métier. C'est quelqu'un qui travaille. Voilà, il écrit, mais il travaille. Et puis il côtoie des gens, alors déjà tout jeune, l'exemple avec cette poétesse déjà citée, Louise de Villemorin. Avant de penser à écrire, Louise, vous avez pensé à conquérir, et spécialement les hommes qui vous entouraient. Est-ce que vous avez des visages d'hommes, des souvenirs précis de dialogues et d'échanges de propos avec de jeunes gens alors qui aujourd'hui d'ailleurs sont devenus célèbres? Bah oui, naturellement. Il y avait Antoine de Saint-Exupéry, qui était un homme qui m'a... Un jeune homme qui m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé. Nous avons même été fiancés. Enfin, ça a été un des amours de mon adolescence. Et certainement que j'ai été un des amours de sa vie. Son premier amour, certainement. Et quelqu'un qui n'a jamais oublié. Mais lui était déjà à l'époque quelqu'un qui pensait à écrire. Il écrivait des vers. Je ne sais pas du tout ce que ces vers sont devenus, mais il écrivait des vers qui nous récitait. Que vous n'aimiez pas? Ça nous épatait à mort. Moi, je les aimais pas énormément. Ça, non. Elle n'aimait pas trop en 1957. Louise de Villemorin. Tiens, d'ailleurs, Alban Cerisier, ils sont devenus quoi, ces vers? Ah bah ça, je sais très bien ce qu'ils sont devenus, et elle est un petit peu coquine, Loulou, là, dans cet entretien, parce qu'elle les avait bel et bien conservés. Voilà, le recueil des vers qu'on a retrouvé très dernièrement, grâce à la famille d'ailleurs de Villemorin, qui, en rangeant une armoire de famille, a vu tomber un document, voilà, dans l'armoire, voilà, et un petit recueil. Et le petit recueil, c'était une chemise en l'occurrence, avec le recueil des poèmes d'Antoine de Saint-Exupéry, de jeunesse, qu'on a publié dans le Quarto du vent, du sable et des étoiles, ainsi que des petits textes en prose. Et comme je le disais en début d'émission, que Saint-Exupéry avait pris soin d'offrir et de dédicacé tardivement à son ancienne fiancée Loulou. Et c'est comme ça qu'on a mis au jour le fameux premier récit en prose d'un vol et d'un accident, ça s'appelle Le Vol. Voilà, et où il raconte son premier accident que vous évoquiez de 1923. Et c'est vraiment la pièce maîtresse, c'est par là que ça commence en réalité. C'est un peu l'équivalent des 75 feuillets pour la recherche du temps perdu pour Proust, quoi. C'est à peine formulé, puis ça devient Courrier Sud, et puis après, voilà. Non, alors le lien avec Loulou, ça a été un traumatisme terrible, ça a eu énormément de mal à s'en remettre, peut-être plus que Louise, et effectivement. Mais ça a apporté, je pense, cette relation-là a apporté beaucoup de la première inspiration littéraire de Saint-Exupéry, notamment dans l'écriture de Courrier Sud, c'est sûr. Voilà. Et il gardera un contact très fort avec elle, voilà, et avec des lettres très très magnifiques, alors que Lou est une femme mariée, etc. Et il entretiendra toujours ce lien, je dirais d'amitié sentimentale, porté par le souvenir, bien sûr. Oui, ce sont ces liens, ces rencontres, ces histoires qui constituent un individu. Nous évoquons tous ces lieux qui nous ont fait partir de Lyon, passer par Casablanca, arriver bien sûr dans le désert. Amélie Goutaudier, dans cette construction-là, il y a bien sûr l'œuvre qui se met en place peu à peu. Ça vient d'être évoqué. C'est-à-dire que l'œuvre s'enrichit sans cesse par ces nouvelles expériences d'aviateur, les accidents et puis les émotions qu'il peut rencontrer, les amours également. Oui, et son sens de l'engagement aussi. Plus il écrit, plus il se rend compte qu'il doit témoigner d'un engagement nécessaire. Et Terre des Hommes, il y a une forme d'engagement dans Terre des Hommes. Il y a une forme d'engagement dans Terre des Hommes. C'est l'œuvre de la maturité. À partir de Terre des Hommes, et puis ensuite, bien sûr, Pilote de guerre. Mais avant, effectivement, on est plus dans la sensation de l'aviation, la littérature de l'aéronautique, l'histoire d'amour avec Louise de Villemorin qui a été écrite dans Courrier Sud. Et à partir de 39, on est plutôt dans l'œuvre de la maturité, avec cette réflexion, cet entremêlement constant entre la méditation, la poésie, la prose, et puis le mot-clé de l'humanisme de Saint-Exupéry, c'est l'engagement. Alors pas forcément un engagement très héroïque comme dans Pilote de guerre, mais ça peut être un engagement auprès de l'homme. C'est un nouvel humanisme qui tourne autour des valeurs fondamentales de l'homme, la fraternité, la générosité, l'humilité aussi.
On a souvent parlé de l'héroïsme du pilote de l'Aéropostale, mais il tend à redéfinir son humanisme en prônant un humanisme de l'humilité. Et dans Pilote de guerre, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que il dépouille, si vous voulez, le guerrier de l'idéalisme un peu nietzschéen qu'on trouvait dans l'œuvre de jeunesse. Il dépouille totalement le guerrier de ses attributs épiques et il compare souvent le pilote à un moine, un forgeron qui travaille heureux pour son village, à un sacristain qui allume ses cierges par amour de son Dieu, etc. Donc on n'est plus dans l'idéal du surhomme, mais dans l'engagement, dans la ferveur du quotidien. Saint-Exupéry nous dit qu'il faut retrouver la ferveur du quotidien. Et à mon sens, c'est la leçon du Petit Prince. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans sa dernière lettre, « J'étais fait pour être jardinier ». Oui, exactement. Voilà. C'est la conclusion de sa vie. Voilà. Je hais cette termitière, ce monde de robots, j'étais fait pour être jardinier. Dit le plus grand. Voilà. Un monde de poésie, de lyrisme et d'amour. C'est dans cette même lettre. Et c'est pas du tout candide de le dire. Non. Avec, dans l'évocation ici de ces lieux pour suivre pas à pas Saint-Exupéry, jusqu'alors, le plus loin où nous avons été, c'est Casablanca, parce qu'on voulait aller à Saïgon, mais il y a eu l'accident. On n'a pas pu y aller. Alors moi, je vous propose d'aller jusqu'à Buenos Aires. Mon ardente ami, je suis quelquefois un peu devant vous comme un barbare, qui possède une captive trop belle et d'un langage trop beau, qu'il se trouble de ne pas toujours bien entendre. Je voudrais savoir lire toutes les petites houles de votre visage, tout ce que votre pensée y remue d'ombre. Je voudrais vous aimer mieux. Vous me l'apprendrez ? Je me souviens d'une histoire pas très vieille, je la change un peu. Il était une fois un enfant qui avait découvert un trésor. Mais ce trésor était trop beau pour un enfant dont les yeux ne savaient pas bien le comprendre, ni les bras le contenir. Alors, l'enfant devint mélancolique. Nous étions en 1930 à Buenos Aires quand, Olivier Martineau vient de nous le lire, Antoine de Saint-Exupéry s'adresse à Consuelo. Qui est Consuelo ? Alors Consuelo est une femme que Saint-Exupéry d'origine salvadorienne, voilà, dont le papa était un colonel qui s'occupait d'une plantation, au Salvador, et qui a eu une existence assez riche avant de connaître Antoine de Saint-Exupéry. Elle a une 30aine d'années. Elle était mariée avec un consul guatémaltèque à Paris, qui était écrivain, Gómez Carrillo. Et puis, elle est veuve, très jeune, et elle va faire un voyage, certainement pour régler des affaires, à Buenos Aires. Et il se trouve qu'à Buenos Aires, Antoine de Saint-Exupéry vient d'être nommé, depuis quelques mois, directeur de l'Aeroposta Argentina. Donc, il va développer les lignes, notamment les lignes qui vont jusqu'au Chili, mais aussi les lignes qui vont jusqu'à la Terre de Feu, la Patagonie. Et il a un rôle de cadre, c'est lui qui vraiment dirige l'Aéropostale là-bas. Et puis à la faveur d'une rencontre un peu institutionnelle, il fait la connaissance de cette femme dont il tombe immédiatement amoureux. Bon, la légende dit qu'il l'a emmenée dans son avion. Voilà, enfin bon, ça c'est les histoires un peu qu'on se raconte après et que peut-être vrai. Enfin voilà. En tout cas, c'est le coup de foudre et il s'installe très tôt, en fait, très vite ensemble, et naît quelque chose, une relation très 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 forte entre eux qui se nourrit aussi d'un imaginaire commun. Enfin, je veux dire, ils sont l'un et l'autre à regarder les étoiles, à découvrir à essayer de trouver la tête de la sorcière dans les étoiles le soir. Ils sont dans une espèce de poésie constante de la vie commune, d'une certaine façon, qui les réunit, je pense, beaucoup. Et donc, il va finir par quitter Buenos Aires, rejoindre évidemment Consuelo qui elle est retournée en France, et ils vont se marier en 1931 à Nice et à Gay dans le foyer familial de Saint-Exupéry, et commence cette vie
pour le moins chaotique de conjugale et extra-conjugale de ces deux êtres qui ne cesseront durant toute leur existence commune de se déchirer et d'essayer de se trouver en réalité. C'est-à-dire que c'est un amour qui ne tient à rien. D'ailleurs, c'est comme ça que Saint-Exupéry le formule dans la correspondance que nous avons publiée. Il dit ça tient à rien, ça tient à un sourire que j'ai vu une fois sur ton visage. La lettre parle du visage très tôt. La lettre qu'on a entendue, c'est la première lettre connue qu'on lui envoie. Et évidemment, les lecteurs du Petit Prince que nous sommes aujourd'hui, et de toute l'œuvre de Saint-Exupéry, ne peuvent qu'être un peu frappés par cette image de l'enfant qui découvre sa mélancolie devant le trésor inaccessible, enfin, de la relation amoureuse, d'une certaine façon. Mais c'est vraiment ça. La relation amoureuse, c'est une relation en danger, c'est Saint-Exupéry. Et on a l'impression que ces deux êtres, se plaisent à la maintenir dans ce niveau de danger maximal. Ça ne tient qu'à un fil. Et c'est plus ce fil est fin, plus l'amour se découvre dans son caractère essentiel, dans sa vérité humaine. Voilà. Donc Saint-Exupéry a besoin de cette instabilité et de ce fait, il surjoue la protection. Il surjoue le mari attentif, excessif, inopportun, voilà, et je veux pas dire castrateur pour une épouse, mais enfin vraiment dominateur. Amélie Goutaudier, on l'entend ici, Saint-Exupéry est un ami envahissant qui appelle à 3h du matin pour lire des passages de Citadelle, très bien, et un mari qui est un homme complexe aussi, mais c'est cette complexité-là qui fait, en fait, j'ai l'impression, le sel de sa vie. Chercher des sorcières dans les étoiles et ne pas se contenter d'une vie qui pourrait être normée d'un auteur reconnu et primé, ça ne lui convient pas. En fait, il y a ce goût de l'aventure qui couvre beaucoup de réalités, mais quelque chose qui tient de ce sel que l'on met à l'existence. Il en a besoin. Ouais, il en a besoin. Il est éparpillé dans sa vie sentimentale aussi. Et c'est vrai, je rejoins complètement ce que dit Alban Cerisier. C'est un homme qui... c'est une des premières lettres, et on l'entend, vous l'avez très bien lu, on entend bien cette ambivalence de la femme, l'idéal inaccessible, et puis cette petite fille vulnérable qu'il faut protéger, etc. Et Consuelo devait être un petit peu énervée d'entendre cela. Mais c'est un délice, cette correspondance, c'est un délice de poésie, de conte, c'est un opéra tragique aussi. Mon petit canard à plumes, mon papou, ma pimprenelle, mon petit rat, ma pimprenelle. Et derrière tous ces petits mots affectueux, bien entendu, une tragédie qui se joue. Oui. Puisque l'homme le trop, d'ailleurs, à plusieurs reprises dans la lettre, il y a « vous êtes trop », c'est l'adverbe tragique, trop, qui mine Saint-Exupéry. Et ce qui est intéressant dans cette lettre aussi, c'est qu'il anticipe sa mélancolie. Ouais. C'est-à-dire que c'est une des premières lettres, en tout cas c'est la première lettre que nous connaissons. Et dans cette lettre, alors il se met en scène, parce que c'est une mise en scène perpétuelle, il se met en scène en Petit Prince, mais il anticipe sa mélancolie. Comme s'il savait que cette femme, que cet amour était un idéal qu'il n'atteindrait jamais, quoi. Il faut toujours un peu de trop avec Saint-Exupéry. Un peu de trop, puis des bonnes raisons de s'enfuir aussi. Voilà, de capter le vol d'un oiseau, le vol des oiseaux sauvages, et puis d'avoir de bonnes raisons de partir, parce que la femme n'est jamais au rendez-vous, elle est jamais celle qu'on aimerait qu'elle soit. Donc voilà, on a de bonnes raisons. Voilà, c'est légitime, on s'en va, et puis c'est son oiseau des îles. Voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle aussi. Voilà. Et voilà, et c'est dans la fuite après qu'on se découvre soi-même. Alors nous allons voyager, mais pas si loin que ça. En tout cas, vers les îles, si ce n'est l'Île-de-France, puisque nous allons à La Feuilleraie. La Feuilleraie, c'est pas très loin de Paris. Et un jour, il m'a dit, tu voudrais la campagne, j'étais très fatiguée de ces voyages. Et il m'a trouvé une merveilleuse maison qu'on appelait le château de la Feuilleraie, surtout parce qu'il y a tellement des arbres et qu'une vieille douairière, la marquise de la Feuilleraie, avait embelli. Cette maison était à louer ou à vendre meublée. L'auberge, qui s'appelait la ferme Célis, dans la forêt des Sénards, nous a dit ne louez pas cette maison parce qu'elle porte malheur. Et mon mari a dit oh non, elle est tellement belle. Le même jour que nous l'avons découvert, nous avons rentré par la cuisine avec les clés, avec l'agent, qui était le propriétaire d'un petit café, un homme qui aimait beaucoup mon mari. Et dans la cuisine, il y avait
un lustre qui faisait de la musique, mais un lustre si grand, presque les pendentifs des lustres de l'opéra. Ça a conquis mon mari immédiatement. Il m'a dit, cette maison est à toi, je ne sais pas comment la payerai. Et il a pris en location-vente. Il venait à la Foyerée presque 2 fois par jour. Il venait en motocyclette et quand j'avais des amis, il m'envoyait des petits papiers. Je ne viens pas ce soir parce que tu as trop de monde. Alors, je lui ai arrangé un pavillon dans le jardin. Il avait une porte secrète. C'était un moment drôle de sa vie, mais vous connaissez ce que sont les hommes. Les plus saints hommes ont d'un jour besoin d'avoir un peu de liberté. Il m'a dit, tu vois, je vais des vacances de mari. J'habiterai dans mon petit studio rue Michel-Ange et je viendrai te voir tous les jours. Consuelo de Saint-Exupéry qui évoque ici la Feuilleraie, donc ce domaine, cette sublime bâtisse qu'ils ont acheté. On est au sud-est de Paris, du côté de Sénart ici, avec en 1940, c'est ça, cet achat, ou enfin cette location, parce qu'elle le dit bien et il le loue un petit peu avant. Oui, un peu plus tôt. Ouais, c'est un peu plus tôt et il le loue pour effectivement totalement pour Consuelo, pour qu'elle ait un bel environnement, mais il est évidemment hors de question pour lui d'y résider à Tablan. Là, dans les souvenirs de Consuelo, c'est toujours un petit peu compliqué de démêler ce qui relève de la reconstruction, etc. Mais c'est sûr qu'il y allait fréquemment. Mais lui, son point d'attache, c'était évidemment Paris. Et puis après, de toute façon, il va s'engager. Il va rejoindre l'aviation pour participer à la drôle de guerre et puis à la campagne de France. Donc, Consuelo sera à l'abri d'une certaine façon. Oui, puis même, elle n'y reste pas très longtemps. Et elle y reste assez peu de temps elle-même. Après, elle va dans le sud. Voilà. Et ensuite, évidemment, après, pendant l'occupation, elle ira dans le sud à Open. Voilà. Donc, mais c'est un lieu, je pense, qui a été un refuge pour lui, comme elle l'a dit assez justement. Et alors, on note bien, effectivement, quelque chose qui est très constant chez Saint-Exupéry, c'est-à-dire c'est le souhait d'être seul dans la chambre, dans une chambre à côté de la chambrée qui réunit tous les autres. Alors ça, c'est constant aussi quand il est engagé auprès de ses camarades pilotes militaires. C'est pas un homme de chambrée à proprement parler, Saint-Exupéry. Il aime bien que la chambrée soit pas loin, que la camaraderie soit pas loin, mais il lui faut son espace de solitude. Voilà, qui est aussi l'espace, vous l'évoquiez en début d'émission, l'espace de création et d'écriture. Donc il se préserve toujours ce lieu solitaire. Dans cette archive, nous entendions Consuelo de Saint-Exupéry. Oui. Nous étions en 1964, au moment où elle racontait cette propriété, la Feuilleraie, et tout de suite après, elle évoquait ce que vous disiez, Alban Cerisier, c'est-à-dire le départ vers la guerre. Parce que c'est cela, la suite de cette histoire-là, avec en 1944 la mort mystérieuse de Saint-Exupéry, au sens où il n'y a pas l'information précise, il n'y a pas la certitude, et cela dure longtemps. Le cours de l'histoire consacre une émission à Saint-Exupéry, dernier vol d'un pilote de guerre, justement sur ce moment-là. Mais est-ce que ce mystère-là ne fait pas aussi partie de la légende du personnage qu'il n'a pas voulu? On ne choisit pas sa mort, même si quand on part en guerre avec un avion, on sait très bien ce qui peut se passer. Mais il y a de ça aussi, ça participe. Ça fait partie de la légende. Et puis moi, je serais très déçue de savoir ce qui s'est passé ce jour-là, parce que y a un mythe qui s'écroulerait. Saint-Exupéry s'en va comme le Petit Prince. Et moi, le soir, je regarde aussi les étoiles et j'entends rire Saint-Exupéry dans les étoiles. Non, je veux dire, ça fait partie de la légende du personnage. Alors oui, depuis 1998, on en sait un petit peu plus, avec la découverte de la gourmette. Et puis, mais là aussi, ça a été controversé. Donc, la découverte de la gourmette en 98, en 2000, c'est en 2000, il me semble qu'on a entre 2000 et 2013, on retrouve l'épave. Mais on a des témoignages qui ne sont pas totalement crédibles, donc on ne sait toujours pas aujourd'hui comment se sont passés les derniers instants de Saint-Exupéry. Voilà, même si effectivement l'hypothèse qu'il a été abattu par la chasse allemande est là, évidemment l'hypothèse prioritaire. C'est sûr qu'on ne sait pas exactement, que Saint-Exupéry ne l'a pas voulu, ça c'est certain. Par contre, en lisant les lettres, là pour le coup déchirantes, qu'il adresse à Consuelo, dans toute la période où Consuelo, qui l'a rejoint aux États-Unis pendant la guerre, se retrouve seul à New York, puisque son mari, lui, est reparti en Afrique du Nord pour prendre part au combat. Mais il justifie évidemment tout son choix-là, et il écrit à Consuelo qu'il a choisi le risque maximal. Enfin, il sait très bien que quand il quitte New York tout début avril 1943,
qu'il y a toute chance pour qu'il ne revoie jamais Consuelo. Et le fait qu'il offre d'une certaine façon le Petit Prince à ses amis, à Consuelo et à ses amis proches, aux amis qui quittent, à Sylvia Hamilton, sa maîtresse, etc., américaine, c'est quand même quelque chose qui porte l'idée que je vous laisse quelque chose qui relève du sens un livre, comme il le dit, le plus vrai au sens intime du terme. Voilà. Donc il y a quand même une prescience de son destin, voilà, qui donne une tonalité totalement tragique et pathétique à la correspondance. Hein. Il n'aurait jamais dû voler. Il était bien trop vieux pour voler. Et comme il est têtu, il a réussi à obtenir 5 missions, et puis ensuite 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, et c'était la dernière, et il le savait que c'était sa dernière. Avec cette disparition en 1944, nous avons commencé cette émission à Saint-Maurice, le château de l'enfance, avec la figure maternelle. Terminons-la à Saint-Maurice avec la mère d'Antoine de Saint-Exupéry. Il avait une façon très spéciale de comprendre la nature, n'est-ce pas ? Une façon tout à fait qu'ont peut-être les aviateurs, n'est-ce pas, que je ne comprenais pas toujours. Ainsi, à Saint-Maurice, il y a des tilleuls magnifiques, n'est-ce pas ? Et Antoine les considérait cette voûte comme une eau profonde. Oui, il l'a considérée comme une voûte. Antoine a eu une quête profonde de Dieu. Et alors, mon impression est qu'il l'a trouvé à la fin. Et là-dessus, je m'appuie sur 2 textes. Un jour, c'est une lettre écrite à un ami. J'étais à Fourvière, à Lyon, passager clandestin. J'écoutais chanter, plein champ, pleine mer. Cela allait au port comme un navire, et j'étais ébloui par une certitude que je n'arrive pas toujours à retenir. Autre texte cité de Citadelle, alors. Seigneur, donnez-moi la paix des étables, la paix des choses rangées, des moissons faites. Laissez-moi être, ayant achevé de devenir. Je suis fatigué des deuils de mon cœur. Depuis que j'ai vu les hommes de trop près, je suis là. Mon Dieu, je me suis éloigné, mais je suis revenu. Apparais-moi, Seigneur, car tout est dur quand on perd le goût de Dieu. La mère d'Antoine de Saint-Exupéry qui, ici en 1964, évoquait le lien de son fils à la nature, à Dieu aussi. Amélie Coutaudier, vous nous le disiez, hein, il y a cet aspect spirituel aussi, et puis il y a l'œuvre, parce que le mystère de la disparition, c'est une narration, mais l'œuvre elle-même, c'est exceptionnel, avec ses pluralités de lectures possibles. C'est ça aussi la richesse de Saint-Exupéry. Oui, bien sûr. Et c'est la première fois que j'entends la voix de Marie de Saint-Exupéry, et je trouve ça assez émouvant. Alors c'est vrai que Marie de Saint-Exupéry a toujours été convaincue d'une foi retrouvée. Marie de Saint-Exupéry était une très très grande catholique, donc effectivement elle espérait aussi que son fils ait retrouvé la foi. On ne sait pas s'il l'a retrouvée, hein, puisque lui-même dit juste avant de mourir, il écrit que s'il avait la foi, il serait moine à Solesmes. Tout est dans ceci, mais néanmoins, il dit aussi qu'il ne naîtra qu'en Dieu. Tout est là, dans ce suspens, parce que c'est ça, Alban Cerisier, hein, ce suspens autour de Saint-Exupéry et ce succès mondial. On ne va pas évoquer, parce que nous arrivons au bout de son existence, mais du début d'une autre aventure. Le succès mondial de Saint-Exupéry, c'est cet aspect universel aussi qu'il faut souligner dans son œuvre. C'est sûr. Après, moi, je pense que ce qu'il a retrouvé dans sa vie, c'est le sens de quoi fonder l'action d'une certaine façon. Et en fait, c'est dans l'homme qu'il l'a retrouvé. C'est tout le sens de pilote de guerre. C'est son humanisme. L'humanisme. Oui, merci, c'est l'homme. Merci son Dieu est de l'homme. mettre de l'humanisme un peu dans notre monde qui en a tant besoin, et l'occasion donc pour cela de relire Antoine de Saint-Exupéry par ses ouvrages, bien sûr par sa correspondance que vous publiez chez Gallimard, la correspondance avec Consuelo de Saint-Exupéry, mais on trouve aussi celle avec sa mère, et puis on trouve le quarto Gallimard aussi avec toutes les œuvres. Merci vivement à vous deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Prochain épisode du cours de l'histoire, nous allons prendre un long courrier vers le sud. Aéropostale. Je vais changer de disque parce que je ne me rappelle plus du tout comment j'ai enchaîné. Je suis obligé de le faire repasser. Je ne me rappelle plus ce que j'allais raconter. Alors je suis obligé d'écouter ce que j'ai dit. Je n'ai pas dormi cette nuit. Je me suis couché à 6h du matin. Et puis hier soir j'ai un petit peu bu de champagne parce que je suis pas sérieux.
Antoine de Saint-Exupéry dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Bois, la technique Jordan Fuentes. Merci à Olivier Martineau qui est pour le cours de l'histoire Antoine de Saint-Exupéry. Merci à Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Luce Mourant, Sidonie Lebeau et Maïwen Guizou qui ont préparé cette émission qui est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.